Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes les bienvenus quand même. Je suis connu parce que je suis venu ce matin avec ma chemise Bicorp. Et puis j'ai mis mon petit jean, vous voyez, qui est biosourcé, ESUS, utilitaire et évidemment d'utilité sociale et solidaire. Vous le savez. Je suis venu ce matin, comme vous tous. D'ailleurs, vous êtes venus en transport à faible impact. C'est ça, hein? Enfin, moi, je suis venu en transport à faible impact. Je ne sais pas vous. Je me suis emparé de ce micro qui est quand même à émission neutre, il faut le dire. C'est assez fort. En tout cas, moi, c'est ma politique de vie. Hein. C'est comme ça que je le vis. Et puis, je serais ravi, après le débat, de vous retrouver autour d'un bon repas vegan dans un esprit Déméter, hein, bien sûr. Je m'appelle Jean Chabot, et ce que je viens de faire là, ça s'appelle comment? J'entends juste le che, mais je pense que c'est le bon mot. Greenwashing. Voilà. De l'allégation environnementale. La loi encadre pas mal l'allégation environnementale aujourd'hui. Donc, bon, je pourrais me faire canarder à cause de ça, là, pour ce que je viens de faire. Mais il se trouve que j'ai rien à vendre. Je ne vends pas, donc je ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc, cette loi, elle protège les consommateurs, les consommatrices, ça c'est super. Mais pour vous qui êtes dans la salle, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, start-up, sont dans des boîtes où vous vous posez la question de moi, ce que je fais, quel impact social et sociétal ça a? Comment je peux valoriser ça sans tomber dans ce que je viens de faire là, avec mon micro, mon transport en commun, ma chemise et mon jean? La valorisation, Raphaël l'a dit tout à l'heure, hein, ça passe par crédit carbone, des dividendes climat, la comptabilité 3C, il y a une norme européenne qui va arriver début 2025, CSRD, 1100 points de mesures d'impact uniquement pour les grandes entreprises. 1100 points. Tous ne sont pas environnementaux, évidemment, mais on n'est pas là que pour parler d'impact environnemental, de toute façon. Donc tout ça, c'est énorme. C'est énorme. En préparant la table ronde, Martha, vous avez judicieusement dit qu'il y avait deux axes. Et puis c'est ces deux axes-là que je vais choisir pour démarrer. Soit je vais vous laisser le dire d'ailleurs, Martha. Après vous être présenté. Nous avons deux invités pour en parler. Non, les deux axes de notre table ronde seront les deux questions types, les deux questions de base que vous pouvez vous poser quand on est entrepreneur comme vous, Martha par exemple. Je vais vous laisser vous présenter, rassurez-vous. Hein. Zoé aussi. La première, c'est comment valoriser, quel label, certification, qu'est-ce que je peux utiliser comme preuve externe, organisme certifiant pour prouver l'impact positif de mon activité. Et la deuxième, c'est comment attirer les investisseurs, les capital risqueurs, et comment communiquer auprès d'eux, que leur montrer, qu'est-ce qu'ils recherchent et comment répondre à leurs critères. Alors nos deux invités vont répondre à ça et puis à bien d'autres choses. Il y a énormément de choses à dire, j'ai déjà trop parlé parce que nous n'avons même pas une heure. Zoé Constantin, bonjour. Que faites-vous, Zoé Constantin? Bonjour. Alors moi je suis investisseur et je suis en transition, mais j'ai travaillé pendant 4 ans et demi chez Impact Partners où j'étais associée, qui est un fonds qui investit dans des entreprises à impact social positif. Vous y êtes encore? Non. Non. Et alors vous êtes en transition, en transition. On ne peut pas en dire plus? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et vous restez dans le même, oui. Le même secteur? En tout cas, dans l'impact, comme on dit. D'accord. Ok, ça c'est pour vous situer rapidement. Martha Agrec, bonjour. Bonjour. Et vous, que faites-vous, Martha? Alors, moi, j'ai fait plein de choses. Mais je pense que c'est la vie de tout entrepreneur, c'est d'être super multitâche. Donc, je vais parler d'un des projets sur lesquels je travaille, c'est Oxy. Donc, c'est une plateforme de cofinancement des projets de transition, précisément sociétale et environnementale, qui a pour objectif de permettre aux entreprises d'investir pas à l'autre bout du monde dans le petit bullshit, mais vraiment d'investir correctement en pilotant en fait leur impact terrain en local. Voilà. Vous les accompagnez comment? On l'accompagne, en fait, on cherche des projets pour eux, on vérifie avec les chercheurs, on a établi une méthode avec plusieurs instituts de recherche, on a travaillé avec Harvard, avec Oxford, avec plusieurs instituts reconnus. Là, aujourd'hui, on est en train de monter aussi partenariat avec Carbone 4 qui va être vérificateur de l'ensemble de nos projets. Parlez lentement. Pardon, s'il merci. vous plaît. C'est toujours le feedback qui me fait, mais bon, c'est encore en une fois la passion qui importe. Voilà. On en dira un peu moins, mais on le dira clairement. Parfait, super. Déjà, j'aurais dû prendre les lunettes de soleil parce que là, ça tape un peu. Mais en tout cas, oui,
en fait, on s'assure qu'on applique les rigueurs scientifiques dans les projets qui sont portés et en facilitant tout pareil les entreprises à investir parce qu'il y a des besoins de financement qui sont énormes et la complexité, nous on appelle ça la difficulté des 4 C. Donc c'est les questions de connaissances, les questions de coûts, les questions de complexité et les sujets de confiance. Donc nous on essaie de répondre à ça. Donc nous c'est Oxy, c'est le nom de cette boîte. Voilà, Quelle est la motivation première de vos clients à venir vous voir? En fait, c'est surtout l'effet qu'ils ont un peu marre de bullshit. Et ça, c'est un levier quand même assez puissant. En fait, c'est aussi des entreprises qui sont relativement matures. Nous, on travaille particulièrement avec de l'entreprise familiale qui comprennent en fait qu'ils sont plus dans la durée. En fait, ils ne sont pas dans la performance de l'année prochaine ou voilà, souvent comme des grosses entreprises peuvent être sous pression. Mais ce sont des entreprises familiales qui comprennent en fait leur impact environnemental qui est juste énorme. On sait que 76% des entreprises sont réellement dépendantes de ressources naturelles. Donc, si on ne restaure pas les écosystèmes naturels, elles vont disparaître. Donc, c'est la réalité. Et en fait, aujourd'hui, déjà, on puise de plus en plus. On ne donne pas le temps assez aux écosystèmes naturels à se restaurer. Et du coup, il faut faire quelque chose rapidement. Voilà. Donc vous disiez ces deux axes, je disais en intro, soit on s'intéresse à la partie label, certification, comment prouver que son activité a un impact positif, comment le prouver auprès des consommateurs, soit la partie attirer les investisseurs. C'est toujours ce double axe J'y rajouterais même peut-être 2 supplémentaires. Oui. Donc je rajouterais du coup l'impact interne qui est extrêmement important pour beaucoup d'entreprises qui sont en crise de recrutement. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui cherchent du sens dans leur travail. Et en fait, le fait que les entreprises, en fait, pas juste communiquent, mais en fait, nous, clairement, c'est quelque chose qu'on voit. Ils nous demandent de plus en plus d'engagement de leurs salariés aussi dans ce type de projet. Donc, il y a une forte levier interne, recrutement. Et effectivement, l'accès au capital. Parce que tu as mentionné CSRD, donc la réglementation qui arrive, qui a une super opportunité pour beaucoup d'entreprises en fait, de se retrouver quelque part dans transition, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui les subissent. Et en fait, CSRD, c'est une opportunité de prendre d'avance pour ceux qui comprennent, parce que nous, on discute beaucoup avec des auditeurs des CSRD qui nous disent, effectivement, c'est le fameux 1500 points, ça fait flipper tout le monde. Bon, l'avantage, c'est que tout le monde n'est pas concerné par 1500 points. Oui, c'est rassurez-vous. Oui. Et puis, c'est une directive qui s'appliquera uniquement à des entreprises de plus de combien de salariés? En fait, elle s'applique déjà pour cette année. Ils sont obligés déjà de reporter pour plus que 250 salariés. Plus de 250, d'accord. Voilà. Et en fait, les scopes vont s'élargir. Effectivement, comme tu mentionnais, CSRD, il a plusieurs dimensions. Donc, il y a une dimension sociale, donc impact sur les communautés locales, l'impact sur les salariés, les qualités de vie de ces salariés. Il y a une partie environnementale, mais qui est beaucoup plus large que carbone. Donc ça, c'est une super nouvelle parce qu'on sort de fameux carbotunnels. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pilotent leur activité environnementale exclusivement par carbone. Mais la réalité du terrain, c'est que, et ça, c'est les chiffres que je évoque parce qu'il m'a gelé du sang, 70% de projets de décarbonation impactent négativement la biodiversité. Donc en fait, le fait qu'on n'a pas l'approche écosystémique globale, ça fait en sorte qu'on construit un monstre derrière qui est juste, qui va être catastrophique. Donc soyons intelligents, essayons de piloter, et ça c'est cette partie-là qu'avec Zoé on discute souvent. Il est compliqué le pilotage à plusieurs pieds, mais en fait si on ne le fait pas, en fait on risque de rater les objectifs pour lesquels on le fait. Donc voilà. Pardon. Zoé, donc 4 ans et demi chez Impact Venture Capital, Partners. Impact Partners. Donc ça fait 4 ans et demi que tous les jours vous vous demandez comment mesurer l'impact, comment mesurer l'impact, comment mesurer l'impact, comment mesurer l'impact, comment mesurer l'impact de vos clients. Des sociétés dans lesquelles on investit. Oui, pardon, j'étais encore sur le vocabulaire avec Martha, pardon, évidemment. Oui, alors, bon, on va dire que dans la communauté des fonds dits d'impact, il y a déjà un consensus sur ce qu'on veut atteindre et sur la façon de mesurer. Maintenant, c'est vrai que ça reste souvent des petites sociétés qui sont investies par des fonds d'impact. Les sujets que Martha décrit, et quand on touche à la CSRD, c'est un univers un peu différent. Ce sont des entreprises qui, de par leur taille, ont une empreinte sur les écosystèmes qui est immense.
ce qui est moins le cas d'une jeune start-up où il y a 10 développeurs. Bon, on ne va pas se mentir, hein. Il y a une question de matérialité de l'impact qui est très importante. Néanmoins, l'investissement à impact a adopté un peu un contre-pied à l'investissement classique, qui est de dire, en fait, notre univers d'investissement est très réduit. Il est réduit aux entreprises qui apportent des solutions, soit sociales, soit environnementales, soit les deux. Et c'est le premier critère de choix. S'il n'y a pas cette solution, on ne regarde même pas. Et c'est à partir de là, après, qu'on va regarder les autres critères et qu'on va agir comme n'importe quel autre fonds d'investissement et faire les due deals qui vont bien, regarder la finance, parce que, in fine, l'investissement à impact, son objectif, c'est d'atteindre un retour social, environnemental, selon la stratégie, mais aussi un retour financier. Mais comment vous le mesurez ? Enfin, comment vous objectivez, rendez objectif ? Le retour social ou environnemental ? Oui. Ouais. Donc là, chaque fonds a développé des méthodes différentes. Et je pense que c'est normal au début c'est quand même une discipline d'investissement qui est assez jeune. Hein. Donc il y a beaucoup de brouhaha au départ. C'est comme quand un nouveau monde est en train de se créer. Il y a beaucoup d'initiatives, puis ça finit par converger. Vous diriez qu'en France, c'est assez jeune, ça a combien d'années ? Même pas 20 ans, ça a 15 ans. 15 ans. Et juste pour clarifier, et après je vous laisse continuer sur la mesure de ces objectifs, des tickets d'entrée, des tickets d'investissement de combien à combien pour qu'on puisse situer c'est autour de 5 millions. Autour de 5 millions d'euros. Ok. Voilà. Et donc chaque fonds a développé des méthodologies de mesure d'impact un peu différentes. Certains vont se baser par exemple sur la boussole des ODD que vous connaissez tous. Certains vont faire du scoring. Non, moi je vais faire le couillon. Non, la boussole des ODD. Donc les objectifs de développement durable, voilà. Qui ont été énoncés par l'ONU en 2015. Voilà. Et c'est vrai que ces objectifs ne sont pas évidents à appréhender pour les entreprises puisqu'ils ont été créés pour des États au départ. Oui. Il y a 169 sous-objectifs, donc ça fait quand même du boulot. Et aucune entreprise ne peut vraiment revendiquer d'apporter de la substance ou de la matière sur 17 objectifs. Ça paraîtrait peut-être impossible. Néanmoins, les entreprises et les entrepreneurs, en fonction de leur intentionnalité, en fonction de leur envie de traiter un problème spécifique, peuvent orienter leur business et communiquer sur le fait de poursuivre ou de vouloir contribuer à tel ODD ou tel ODD. Voilà. Mais effectivement, il faut adapter ce canevas de compréhension à la vie réelle d'une entreprise. Après, par exemple, Impact Partners choisit deux indicateurs spécifiques et qui sont reliés au business par entreprise, parce que ça paraît plus pertinent, parce que c'est un fonds qui est secteur agnostique, donc on ne peut pas comparer des écoliers ou des décrocheurs scolaires avec des malades, par exemple, ou avec des repas ou des tonnes d'aliments sauvés de la destruction. Donc on ne peut pas... voilà. Ça, c'est un des sujets, justement, de la mesure d'impact, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger. L'entreprise est enferrée dans la société et la société est elle-même enferrée dans l'environnement. Donc on ne peut pas mélanger ces trois domaines. Et aujourd'hui, et jusqu'à maintenant, ce qu'on a mesuré à travers la comptabilité et la finance, c'est avant tout la réussite économique. Mais on ne prend pas en compte la partie impact sur les humains et la partie impact sur les écosystèmes. Et donc votre grille de travail... Et c'est là que la CSRD... recherche à mettre en avant ces sujets pour donner aux entreprises un outil de pilotage beaucoup plus holistique, parce que naturellement une entreprise va vouloir tendre à être la meilleure sur le point qu'elle mesure. Si elle ne mesure que la finance, le reste elle s'en fout. Le problème c'est qu'on est assis sur une branche, qu'on est gentiment en train de scier. Voilà, donc il faut rétro-pédaler et changer nos systèmes de perception de la réalité et de mesure de ce que l'on fait et de l'impact de tout simplement se lever le matin, respirer, prendre son vélo ou prendre un autre moyen de locomotion ou d'acheter tel produit ou telle plante. Voilà. Donc, Martha, vous vouliez rebondir ? Oui, moi je voulais juste réagir parce que je trouve ça super intéressant. C'est que évoque Zoé, en fait, c'est une très grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la définition d'impact. Donc en fait, ça peut être tout et rien.
Et effectivement, comme tu as évoqué tout à l'heure, chaque VC elle a ses propres critères d'évaluation d'impact. Chaque VC Venture Capital. C'est Venture Capital, okay. Chacun a ses propres critères. Certains, et encore une fois, je le comprends, parce que ça reste un peu dans la mentalité de... On fonctionne comme VC-TP, standard, mais on rajoute les critères de durabilité. En fait, le problème, c'est que la majorité des entreprises je parle maintenant de perspective de start-up, la difficulté, c'est que si on veut réellement piloter 3 pieds, donc environnement, social et financier, qu'on ne néglige absolument pas, et effectivement, pour être durable, il faut être pérenne dans le temps, donc il faut aussi être rentable en tant qu'entreprise. Par contre, en fait, c'est ultra croissance attendue, parce que quelque part, on a discuté ça aussi avec Zoé, venture capital, ça veut dire j'ai mis mon argent sur 15 startups en espérant qu'il y a 2 qui vont m'apporter de l'argent en gros. La réalité, c'est que du coup, il faut changer un peu l'approche, en fait. Et là, il y a une petite émergence de projets qui s'appelle Patient Capital, parce que la rentabilité, si on veut vraiment piloter correctement nos impacts, elle va être un peu plus longue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel pour faire la ultra-croissance dans Green. Mais par contre, en fait, et ça, je trouve que c'est important à mentionner par rapport à l'EVC, c'est que si on continue à fixer des objectifs, et je pense que c'était juste un panel précédent qui s'était mentionné aussi, c'est que si on demande exclusivement les delivery de profitabilité et la croissance financière, en fait, on va rater l'opportunité de open innovation. Le sujet aujourd'hui, c'est comment valoriser l'innovation par l'impact. Les CSRD obligent les entreprises aujourd'hui de commencer à réfléchir sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux et les matcher avec ce qu'ils pilotent déjà, c'est-à-dire leur performance financière. Si VC ne change pas les rapports et vraiment pour faire en sorte que ça matche côté start-up pour matcher les entreprises qui sont en train de mener la transition, il y a un énorme raté. Voilà. Donc, Merci. C'est exactement, là je pense qu'il y a 2 sujets importants, donc on ne va pas s'étaler trop sur la CSRD parce que je pense que pour la plupart d'entre vous c'est absolument pas pertinent dans le sens où vous n'êtes pas touché directement par ce reporting, néanmoins vous le serez parce que vos grands donneurs d'ordre le sont eux, ils vont vous demander de rentrer dans leur reporting et de devoir leur fournir des critères, donc indirectement vous le serez et j'ai envie de dire que c'est reculé pour mieux sauter, puisque dans 10 ans, 15 ans, on vous souhaite tous d'avoir des boîtes qui ont réussi et qui sont donc soumises qui ont grandi et qui sont donc soumises à ce référentiel. Mais il y a 2 choses que je voudrais élargir un petit peu. Il y a le sujet des fonds et des VC. Déjà, tous les fonds ne sont pas pareils, tous les venture capitalistes ne sont pas les mêmes. Ils ont des stratégies d'investissement. Donc si vous ne passez pas dans leur stratégie, c'est ni de votre faute ni de la leur. Leur stratégie, elle a été fixée à un certain nombre d'années. Si vous ne passez pas dans les critères, pas la peine de vous formaliser. C'est juste qu'il ne faut surtout pas le prendre personnellement. Il faut juste essayer de viser les fonds qui sont attirés par votre produit, votre philosophie, etc. Voilà. Chaque fonds a sa stratégie. C'est pour ça qu'il faut vraiment discuter avec eux. Ils ne sont pas du tout tous comparables. Ensuite, les fonds de venture capital, c'est vrai, c'est quelque chose qui a une vingtaine, une trentaine d'années. N'ont jusqu'à maintenant absolument pas porté leur intérêt sur les sujets de durabilité. Bon, maintenant tout le monde commence à comprendre, et pas besoin d'avoir lu les rapports du GIEC pour ça, qu'en fait il faut arrêter de se mettre la tête dans le seau, on va tous devoir se préoccuper de ces sujets-là. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. Donc les VC et d'autres fonds d'investissement commencent aussi à se poser des questions. Mais c'est pas si simple. Parce qu'en fait, quand vous êtes un fonds, on vous donne vos propres souscripteurs. 99% des fonds sont réglementés. Hein. Donc vos propres souscripteurs, qui sont des institutionnels, des banques, des assurances, des fondations, parfois l'État, BPI France, c'est l'État français, vous impose un cadre réglementaire. On vous donne de l'argent et on vous dit « tu me le rends dans 10 ans ». Bon, la stratégie pour laquelle ils ont souscrite, parfois elle a été fixée il y a 5 ou 6 ans. On ne la change pas comme ça. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas simple non plus pour le monde de l'investissement de bouger et d'être véloce. Mais voilà. Et le deuxième aspect, c'est que ce qui est pertinent pour les entreprises qui sont en devenir ou qui sont en cours, c'est de se demander à quoi je sers. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Inventer le énième soda bio, c'est peut-être pas d'une grande pertinence aujourd'hui avec les problèmes qu'on a.
les taxis volants au-dessus de Paris parce qu'il y a trop de bouchons, est-ce que c'est la bonne solution? Voilà, il y a ce sujet. Nos ressources sont comptées, essayons de les utiliser au mieux pour résoudre les problèmes réels et non pas les problèmes d'une petite majorité d'Européens qui sont malgré tout bien lotis. Martin? Juste une phrase de réaction, et c'est un peu, je te rejoins, mais complètement, parce que c'est un peu le trajet aussi que nous, on a parcouru avec Oxy, parce qu'initialement, on voulait utiliser la technologie pour mesurer l'impact, donc les objets connectés, le satellite, etc. Et en fait, on a fait un pilote, et on s'est rendu compte que sur certains projets, on réduit notre impact de quasiment 30%, parce qu'on récolte trop de données, on les traite en temps réel, où ce n'est pas nécessaire, où on utilise les matériaux rares qui sont dans les puces au sol, qui si on veut scaler, on aura l'impact énorme. Du coup, aujourd'hui, on utilise les abeilles qui rattrapent la pollen et qui ensuite, du coup, on analyse. On utilise les vers du sol. Donc, en fait, du coup, il y avait une volonté de basculer vers low-tech précisément parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut obtenir, OK, on est à 70% de précision des données, mais fine. Ça nous donne suffisamment d'indicateurs sur le progrès qu'on est en train de faire. Et c'est un choix conscient, et je pense que c'est très important, effectivement, on n'a pas besoin de taxi volant. Aujourd'hui, quand on parle souvent d'innovation, en fait, c'est quand même, malgré tout, un instinct naturel humain de se dire, il faut aller en avant. Mais la réalité, c'est que même hier, j'ai participé chez Crédit Mutuel dans le pitch des startups. Un startup qui a obtenu les ovations debout, c'était les lycéens qu'ils ont inventé la machine à laver sans détergent. Et comment ils l'ont fait? Ils ont interviewé les grands-mères. Donc en fait, quelque part, on a une vraie savoir-faire qui est perdu, qui est aujourd'hui en train de perdre au coût d'innovation qu'on considère que la technologie va tout sauver. Il faut trouver les meilleurs de deux mondes. Il faut qu'on passe cette hype de technologie et qu'on se pose des questions à quoi c'est censé nous servir. Voilà. Ok, alors, mettons, moi je fabrique des lave-linges sans détergent, d'accord? C'est ma boîte, je voudrais décrocher 5 millions pour me développer. Et je me mets bille en tête pour séduire votre boîte, votre venture capital, pour séduire mon investisseur, de décrocher label, certification, je sais pas, de mettre B Corp, d'acheter des crédits carbone. Comment, c'est aussi une des questions, c'est peut-être une question importante dans cette table ronde, comment faire le tri? Est-ce que c'est si important que ça? Quand je vous avais posé la question en préparant la table ronde, vous avez dit c'est un peu plus compliqué que ça, j'aimerais bien prendre l'exemple du bio. Parce que tout le monde connaît. Et le bio, ça paraît, chaud, là. on a l'impression d'acheter des... Voilà. Alors... Oui, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... Ah bah alors revenez-en à ma première question. Non, mais c'est vrai que... Donc déjà, il y a un sujet, l'impact n'est pas réglementé. Donc quand on parle d'impact, ça veut tout et rien dire. Donc il faut toujours bien préciser de quoi parlons-nous en fait. Et qu'est-ce que c'est un impact? Un impact, ça peut être négatif, positif, neutre, bon. Donc toute entreprise, nous quand on se lève le matin, on a un impact négatif a priori sur notre écosystème. Quelque chose qui aurait un impact positif dans nos activités, ça pourrait être par exemple la permaculture, qui, de par sa façon d'opérer sur les sols, les écosystèmes, peut avoir un impact positif. Mais sinon, toute activité humaine a un impact négatif. Donc maintenant, comment on fait pour compenser ça de façon à ne pas être justement autodestructeur et destructeur tout simplement, hein, parce qu'on peut vouloir préserver les écosystèmes pour eux-mêmes, pas que pour notre propre suivi, mais parce que justement pour eux-mêmes. Et les labels, c'est pas évident aujourd'hui. Donc les labels sont un genre de guide, ce qui est bien pour une entreprise qui voudrait, par exemple, s'améliorer sur sa RSE. Alors, RSE n'est pas impact. Hein. Là encore, c'est encore deux choses différentes que beaucoup de gens vont essayer de mélanger. On va vous parler de ESG et impact à toutes les sauces. Ce sont deux attitudes différentes. L'impact, ou une entreprise à impact, elle cherche avant tout, et à l'intérieur de à travers son business model, à résoudre un problème. Une entreprise lambda, la plupart des entreprises lambda n'ont pas cette attitude. En revanche, toutes les entreprises sont censées faire de la RSE. Faire de la RSE, donc /ESG, et ESG étant le mot financier pour RSE. La RSE, c'est avoir une gouvernance bonne et ouverte, c'est prendre soin de ses employés, et puis c'est aussi essayer d'être le moins impactant négativement possible sur l'environnement et les écosystèmes. Donc là, il y a des labels qui sont super pour les PME, c'est Lucie par exemple, ou ISO 26000, qui vont obliger les entreprises, ou B Corp même, hein, qui vont obliger les entreprises à passer par un certain nombre de grilles et de critères, et vont les amener justement sur le chemin de l'amélioration, et de l'amélioration continue. Notamment B Corp, pour garder le label, tous les 3 ans, il y a une certification. Donc quand on ne sait pas par où commencer, franchement,
Oui, je sais. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces éléments. L'impact en soi n'est pas... Il n'y a pas de label aujourd'hui. C'est beaucoup trop jeune, il n'y a pas de consensus très complet. Donc, je suis pas sûr de comprendre votre réponse. Parce que j'entends d'une part, tout est relatif. L'impact est tellement difficile à définir. Ouais, vas-y, continue. Que ça en est une notion fragile qu'aucun label ou certification ne pourra véritablement prouver. Et juste après, vous dites, mais finalement, B Corp ou l'ISO 26000, c'est quand même... Alors ça, c'est de la RSE. Donc c'est le premier pas pour que tout entreprise... Parce qu'en fait, les entreprises d'impact dans le monde, il y en a 0,01% sur toutes les entreprises. Donc les autres, qui sont celles qui ont une matérialité énorme, elles doivent d'abord commencer par un programme de RSE pour identifier leurs impacts. Où est-ce que j'ai un impact très négatif, donc à quoi je dois m'attaquer en premier. Et une fois qu'elles auront pensé à ça, elles pourront commencer à réfléchir à leur propre business model et à se dire, ah bah oui, en fait, cette production-là, peut-être qu'on devrait l'arrêter parce qu'elle n'est pas compatible avec les limites planétaires. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Aujourd'hui, une entreprise, elle peut continuer à polluer et à produire des trucs qui servent à rien, mais est-ce que ça va la mener quelque part? Si elle n'a plus de consommateurs demain pour acheter, parce qu'ils sont tous ou malades ou pire, bon, ça n'a pas grand intérêt. Et ça, normalement, les investisseurs, ils commencent à en prendre conscience. Mais c'est vrai que c'est un sujet très compliqué parce que personne ne sait par où commencer. Ça a l'air, tout est très complexe. Ouais. Les écosystèmes et les mécanismes sont incrémentés les uns dans les autres. Donc, on se demande pourquoi on n'arrive pas à avancer plus vite que ça. Mais du coup, si ma boîte fabrique des baskets, en soi, je suis déjà foutu. Parce que je voudrais dire, je veux continuer à produire des baskets, même... le plus recyclé possible, ça reste de la basket qui s'ajoute à la méga production. Donc, si je me pose la question de base que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à fabriquer des conneries, et dans ce cas-là, on ne se pose pas la question de l'impact, on pourra juste faire du lissage superficiel. Mm-hmm. C'est ça. Mais si on veut vraiment avoir un impact, c'est j'arrête de produire des baskets et je me mets à faire eux. C'est ça. Je fais autre chose. D'accord. Ouais, ça peut être ça, tout à fait. Tant que je me suis pas posé cette les entreprises tech sont habituées à pivoter. Ils font ça tout le temps, je crois. Donc, mais tant que je me suis pas posé cette question fondamentale. Sur l'utilité des produits, ça peut être aussi une bonne question. Je suis toujours sur la RSE, mais pas sur l'impact. Ouais. Mustela, par exemple, qui fait des produits pour les bébés, a décidé d'arrêter les lingettes. C'est 20% de leur chiffre d'affaires. Donc oui, on peut se dire waouh. Mais c'est vrai que c'est courageux. Mais ils se disent, si on ne fait pas ça, à quoi bon faire le reste, en fait? Parce que, Et surtout pour les cas de Mustela, c'est effectivement un excellent exemple parce que, en fait, c'est leur client que c'est le bébé, en fait. Donc, s'il n'y a plus les sols fertiles de leur âge adulte, eux, dans la durée, ils n'auront pas de clients. Donc, effectivement, et surtout, moi, ce que je trouve génial dans les cas de Mustela, c'est la réaction du marché. Parce qu'à un moment, quand ils ont annoncé ces décisions, en fait, il y avait un drop dans leur stock sur la bourse, mais genre assez fort. Et en fait, ils ont rebondi au bout de 2 semaines parce que c'est le marché qui les sauvait en disant, nous, on est d'accord sur cette transition. C'est l'approche qui nous va. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. En fait, moi, je voulais me positionner par rapport au sujet des certifications parce que c'est aussi les questions... Bon, encore une fois, on est ici pour donner nos avis, mais... En fait, moi, j'avoue que, en tant que Lucie, je trouve que c'est une vraie certification, on peut dire qui... Bon, je ne vais pas dire que B Corp n'en est pas une, mais je pense que B Corp, il avait son âge d'or, si je peux dire ça comme ça, quand il était vraiment ciblé par les petites organisations. En fait, le problème des B Corp, c'est qu'aujourd'hui, ils récoltent, ils accordent jusqu'aux 200 points, mais en fait, vous êtes certifié B Corp à partir de 80 points. Pardon. Et en fait, du coup, les grandes organisations, en fait, elle joue quand même quelque part un peu contre B Corp, et c'est pour ça que B Corp est en train de revoir ses critères d'évaluation, parce qu'il arrive à très facilement décrocher points qui n'exigent pas la transition profonde. Et en fait, du coup, c'est le problème, genre, il y a un grand scandale au UK où c'était les petits baristas, les petits producteurs du café, qui étaient contre la certification B Corp de Nespresso, par exemple. On voit Nespresso, on se dit tout de suite, ça ne peut pas être durable. Donc, il y a des vrais sujets de certification, et je pense que ce qui est important, et c'est un peu le parti pris qui en prend choix aussi, c'est de dire pourquoi la certification, en fait. À quoi ça sert? Effectivement, je pense que dans le marché B2C, c'est important parce que ça permet aux citoyens de prendre les décisions un peu plus conscientes. Mais réellement, il y a des sujets maintenant qui ressortent, c'est de faire de éco-score sur les produits que vous achetez. Ça permet vraiment à ramener ça au niveau produit et pas au niveau d'entreprise. Et ça permet de te dire, ces baskets, fameux baskets, c'est pas les questions de baskets. Genre, forcément, je veux dire, j'imagine mal le monde dans lequel tout le monde va marcher pieds nus, surtout sous la pluie qu'on voit aujourd'hui.
Donc, il ne faut pas se mentir qu'il faut qu'on continue de produire, mais en fait, il faut qu'on change la façon dans laquelle on produit. La différence de l'humain de tous les êtres vivants, c'est en fait, on produit plus de déchets qui est de la valeur. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a toute opportunité pour le marché circulaire. C'est les questions de conception de produits. Il faut que les baskets, et maintenant ça commence, il y a des baskets qui ont pu planter, qui après sont conçues de matières qui permettent à planter au sol. Encore une fois, ça ne va pas pousser le jardin entier. C'est une petite geste. Mais en fait, il faut qu'on change les matières avec lesquelles on produit. Il faut qu'on se pose la question au moment de conception produit. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, on ne travaille pas sur cet espace-là, mais que j'encourage fortement parce que je trouve qu'il faut que nous, on prenne en considération la production. En fait, cette circularité, il faut qu'elle soit dans tout ce qu'on fait. Voilà. Zoé, vous pourriez nous donner 2 exemples de ça en finance pas, mais quelque chose d'assez nuancé. C'est-à-dire là, on voudrait répondre à la question comment valoriser l'innovation par l'impact. 2 dossiers, 2 exemples que vous avez rencontrés d'innovation. Une qui passe juste et l'autre, non, qui passe pas. C'était pas mal, mais c'est pas quelque chose de caricatural comme des baskets ou voilà. Vous voyez, moi j'aimerais bien savoir le curseur, il est où, et pour que les gens dans la salle se situent aussi pour savoir est-ce qu'ils sont loin de ce curseur. Alors, il faut aussi comprendre une chose, c'est que les investisseurs, c'est aussi des humains, c'est pas des robots. Ah merde. Donc, ils investissent aussi avec leurs propres valeurs. Et donc, par exemple, si vous allez rencontrer... alors, c'est vrai qu'il y a une stratégie. Par exemple, un fonds, il va vous dire moi, j'investis que en seed, donc des entreprises qui ont moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont dans telle branche, parce que, voilà, ou dans telle branche. Donc déjà, il faut trouver les fonds qui correspondent à votre propre business et à votre propre taille, à votre propre, j'ai envie de dire, à vos envies aussi pour votre société. Et les valeurs, je dirais. Les valeurs, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs que le financeur en face, mais que vous devez vivre 5 ou 7 ans ensemble, ça va être chaud. Et ça va être douloureux pour tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. C'est comme un recrutement dans une équipe. C'est extrêmement important. Sauf que, une fois qu'ils ont mis du capital dans votre boîte, vous ne pouvez pas finir la période d'essai et lui dire, en fait, non, on va se séparer. C'est pas si simple que ça. Donc c'est assez structurant pour une société de donner une partie de son capital et donc pour des fondateurs, parce que l'idée qui vous porte, si le fonds qui vous accompagne a une autre idée de comment vous devez orienter votre boîte, ça peut s'avérer compliqué. Donc il faut vraiment faut être très clair là-dessus, il vaut mieux y passer plus de temps. Donc voilà, les valeurs, c'est important, et à travers ces valeurs vont se retranscrire aussi pourquoi certains investisseurs au sein d'une même équipe vont vous dire moi j'investirai là-dedans, et un autre va vous dire en fait moi non, parce que c'est aussi très subjectif. C'est aussi lié à nos expériences passées, c'est aussi lié à nos vies perso qui nous influencent. Donc là, comme ça, brûle pour point pour trouver 2 exemples. Vous, alors, si l'investissement c'est de l'humain... Mais si, par exemple, admettons, dans l'impact social, par rapport à vous. Dans l'impact social, on pourrait se poser la question, donc, très bien, une entreprise, elle recrute des gens qui n'ont pas de diplôme, elle les forme, et puis elle leur donne un job. Ça paraît super comme ça au premier abord. Mais cette entreprise, il s'avère que c'est une entreprise de transport de ciment pour construire le Grand Paris. Investisseur à impact, je sais pas. C'est super d'un point de vue emploi, mais le problème, c'est le ciment, le transport le routier, tout ça. Donc voilà. Et là, au sein d'une même équipe, vous avez 10 investisseurs, vous avez 10 camps, quoi. Donc ça, c'est typiquement un exemple où c'est pas simple, en fait. Et donc voilà, c'est des débats d'équipe, on va peser le pour, le contre, il va y avoir des discussions jusqu'à ce qu'on tranche. Après, juste pour réagir, moi je trouve que c'est les sujets qui sont assez complexes, parce que typiquement nous on les voit sur le projet sur lequel on travaille, en voulant ramener la logique locale, les questions qui nous est posées régulièrement en disant oui, mais c'est parce que nous, juste pour vous positionner, c'est aussi pour ça qu'on travaille sur le marché des contributions. On ne parle pas des compensations ni des crédits carbone, même si c'est les mécanismes qui sont similaires. Par contre, en fait, on a des sujets, genre oui, on fait des projets en Malaisie, on fait des projets en Brésil. Il y a des économies entières qui en dépendent. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à faire mieux et révisiter un peu, mais encore une fois, en prenant en considération l'impact social que ça peut générer ailleurs que chez nous. Parce que si on ne regarde pas,
à côté. Genre, encore une fois, on risque de créer des autres typologies de problèmes. Moi, je pense que ce qui est vraiment extrêmement important, c'est on peut dire, c'est un peu le mot bateau encore, mais c'est la question de transparence. En fait, si on est transparent sur l'approche qu'on est en train de faire, si on est transparent en disant on ne sait pas tout, mais on essaye de voir comment cet argent soit distribué, on essaye de voir quels sont les impacts qu'on maîtrise et ceux qu'on ne maîtrise pas. Et n'hésitez pas à nous signaler s'il y a quelque chose à quoi on n'a pas pensé. Et c'est un jeu d'humilité en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a inventé un monde qui n'est plus durable et on se rend compte. Mais il faut quand même intégrer les acteurs parce que nous, juste pour vous donner l'idée, chez Oxy, en fait, on a deux chaises vides à chaque fois qu'on prend des décisions. Il y a une qui est la place pour la planète et l'autre qui est place pour Stubborn Bob, donc il est Bob têtu. En fait, pourquoi Bob têtu? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui lui qui détient l'argent. Donc en fait, si on ne le convainc pas, si on n'arrive pas à trouver un compromis qui lui parle, en fait, on n'arrivera pas à faire cette transition. Donc il ne faut pas être naïf en disant oui, un jour, on va faire en sorte que tous les mecs de 50 ans, blancs, hétérosexuels, ils vont disparaître. En fait, ils vont se transmettre, encore une fois, on voit ça dans les VC. Genre, je suis désolée, mais je suis une femme fondateur. J'ai envie de dire, mes chances de réussir à trouver des financements aujourd'hui, c'est 0,06%. Donc, j'ai envie de dire, c'est qui la statistique? Donc, moi, j'adore me battre contre les stats, donc je m'en fiche. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 98% des financements vont aux hommes blancs, donc entre 25 à 35 ans. Donc, ça, c'est la réalité du financement. Et donc, en fait, il faut le prendre en considération. Il faut être pertinent, il faut savoir que cet argent, elle est détenu par les gens qui réfléchissent peut-être pas de façon assez diversifiée, que je ne vais pas, encore une fois, critiquer les hommes blancs, j'adore. Donc, voilà. Merci, j'ai que 44 ans, donc ça va. Nickel, tu rentres. Avez-vous une question? Souhaitez-vous en poser? Il nous reste 5 minutes, donc vous êtes les bienvenus, hein. On va continuer à en poser, évidemment. Ah ben voilà, notre ami des questions. Bonjour. Ça peut être une remarque, un ajout, une idée sur une initiative dont vous avez entendu parler, un truc technique, quelque chose que vous n'avez pas entendu à midi, une voiture qui est mal garée, qui vous bloque. Vraiment, on prend tout. Hein. Ouais. Non? On continue. On adore résoudre des problèmes. Je voudrais finir par la même question qu'à Zoé, Martin, avec un exemple parmi les entreprises que vous accompagnez. Voilà, comment valoriser l'innovation par l'impact? On n'est pas que sur une innovation technologique, évidemment, mais parmi vos clients, vos use cases, est-ce que vous en avez un ou deux qui nous montreraient où vous placez le curseur? Complètement. Il y a un, c'est un peu notre client cœur qu'on adore. En fait, eux, c'est une entreprise de BTP. Donc, par base, par principe, industrie, pas nécessairement très vertueux. Mais en fait, c'est une entreprise familiale. Ils font un vrai projet de transition. Ils ont mis un argent, mais extrêmement important pour faire la transition. Et aujourd'hui, en fait, ils sont en train de piloter 2 projets. Donc, projet de transition, donc du coup, des réductions des émissions. Ils ont analysé l'ensemble de leurs usines pour voir où ils ont de l'impact le plus élevé pour les fermer. Et ensuite, du coup, de ramener vers les endroits où ils peuvent produire. Encore une fois, ils sont en train d'éco-concevoir aussi leurs produits, mais c'est le travail long avec les R&D parce qu'encore une fois, c'est pas les matériaux qui sont assurables. Il y a énormément d'enjeux, donc il faut pas être bête. C'est pas une transition qui se fait souvent quand on voit des courbes de réduction des émissions. C'est comme ça. La réalité, c'est plutôt comme ça. Donc, en fait, il y a une pique des émissions qui arrive dans les entreprises qui jouent le jeu. Et la réalité, c'est que aussi pour ça qu'on a donné la trajectoire de 2050. Il y a des entreprises qui sont plus ambitieuses, qui se donnent de délais plus short. L'entreprise dont je vous parle, c'est 2030. Mais la réalité, c'est que c'est une trajectoire. Donc, en fait, il ne faut pas attendre 2049 pour se réveiller en disant « Merde, j'ai rien fait ». Et là, du coup, dans pas longtemps, il n'y a plus de ressources. La réalité du terrain, c'est que aujourd'hui, il y a deux courbes à piloter. Donc, la courbe des réductions des émissions, qui est essentielle. Et aujourd'hui, on va à contresens de ça. Et en parallèle, du coup, les courbes des contributions. On parle bien de contribution, pas compensation. On décorrèle la performance, la dépendance des ressources naturelles en dépendance des émissions. Et la réalité, aujourd'hui, 76% des entreprises sont dépendantes de la nature, des ressources fournies par la nature. Et pourtant, ces ressources disparaissent. Et l'innovation, pour répondre à ta question, voilà. L'innovation, elle se trouve là. En fait, ça, c'est déjà une entreprise qui est extrêmement en avance parce qu'il a plein de réductions très claires.
et le plan des transitions qui lui permettent aussi de s'inscrire dans la durée. Et moi, ça m'inspire à chaque fois quand je perds un peu l'espoir dans l'humanité, je les appelle juste pour papoter parce que ça me fait du bien. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est innovant, c'est d'essayer de réfléchir plus large que son assiette. Donc ça, c'était l'entreprise BTP? Oui. Ok, et le deuxième, vous disiez, j'ai 2 exemples? Ah mince, du coup le deuxième m'a échappé. Mais nous on essaye d'être innovants, mais innovants en sobriété. Donc voilà, nous on est un super exemple. Venez nous parler, on a une petite stand derrière. Là c'était une innovation technologique. Mais nous, en fait on a commencé en innovation technologique. Après on s'est rendu compte qu'en fait on va faire le meilleur de deux mondes. Donc et en fait ce que je trouve hyper important, et c'est vraiment les leçons de humilité dont je vous avais parlé avant, c'est l'interroger toujours le why. Et ça sent Simone Sinek, mais la réalité c'est que les gens vont vous expliquer qu'ils ont besoin de quelque chose, mais allez creuser pourquoi. Et en fait vraiment essayer de comprendre le why originel, ça vous permet à révisiter les solutions que vous proposez. Voilà, donc c'est... Et pour finir, cette boîte qui veut donc valoriser son innovation, d'accord, côté impact, vous la conseillez comment? Vous lui conseillez de faire quoi? En fait, nous, on ne conseille pas. On peut le proposer des projets. Encore une fois, on essaie de travailler. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, donc les sujets, je découvre et j'essaie de m'informer au mieux. Mais en fait, on travaille du coup avec Carbone 4, qui deviendra bientôt notre évaluateur scientifique. On travaille avec Maïf, par exemple, on est en train de monter les partenariats avec eux pour qu'ils nous cèdent leurs projets de biodiversité, ceux qui ne peuvent pas financer, parce qu'ils investissent déjà 3 millions, qui est super, mais les besoins sont juste énormissimes. C'est 3 fois les coûts de transition énergétique, et on n'en parle pas. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, et eux, du coup, on essaie de travailler partenariat. C'est une fameuse phrase que j'adore: si tu penses que tu peux y arriver seul, tu ne penses pas assez grand. Donc voilà. Wow, la conclusion! Excellent, merci beaucoup Martha. C'est vraiment la conclusion parce qu'il est 11h41 et on doit rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.